preview. Yo, comment ça va bien? Oh la belle casquette. Et le t-shirt. Et le t-shirt. Je suis full sun ça. Wouhou! Il y a plutôt intérêt, hein? Nous sommes sur la preview de la série entre les Suns et les Mavs. Comment ça va, Alex? On est en mid-conf, bah ça va, on est en mid-conf, c'est bien. Je te cache pas qu'on a sué quand même, hein. On sue sur ce début de playoff du côté de Phoenix, hein. Tout à fait, hein? Petite sueur froide là, on est là, genre, ok, donc les gens, on va vous enlever votre meilleur joueur, enfin ou quasi quoi, hein. Donc déjà voilà. Ensuite, cette équipe là, bah, des Pélicans, faut quand même lui rendre honneur, hein. Tout à fait. Franchement, ça se bat. c'était une belle série, en grande partie parce que les Pélicans ont su la rendre belle. Tout à fait. Cette série. Ils ont été hyper excitants, ils ont été hyper bons, et notamment on en reviendra là-dessus. Là. Ils ont des garçons fort sympathiques. Le rookie au pluriel, hein, bien sûr. Tout à fait. On reviendra, je vois que Alex est déjà lancé, on reviendra sur tout ça évidemment dans la dynamique des deux équipes, hein, parce que là on va parler en long et en large de cette série entre les Suns et les Mavs. Après cette dynamique des deux équipes, on sortira le hashtag tactico-technique. Le fameux point tactique dans lequel on reviendra sur un aspect précis du jeu, qu'est-ce qui va nous intéresser dans cette opposition entre des équipes qui ont un historique, on va y revenir aussi. Puis ensuite, des petits joueurs à surveiller. Exactement, on sortira les jumelles, joueurs à suivre, ça peut être un role player qu'on pense qui va devenir un facteur X, ça peut être un lieutenant, ça peut être un des franchise players, voilà, un joueur qui va avoir un rôle décisif. Exactement, et on terminera avec il famoso pronostico dans lequel on annonce l'avenir. Exactement, hein, on le dit à chaque preview, hein. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec les analyses ou les expertises avec des grands H, vous pouvez aller à la fin de cette vidéo, comme ça au moins vous connaîtrez à minima le score de la série. Exactement, et c'est exactement ce qu'on a annoncé au premier tour, puisqu'on a mis tous les deux victoire de Utah contre Dallas. Voilà, impeccable. Bon, on avait dit on savait pas pour Doncic, bon voilà, mais t'as la sensation que les Mavs ils auraient pu le faire même sans Doncic. Ah bah ça, ouais, ils auraient pu tout faire sans Doncic, tellement Utah. Puis la merde, excusez-moi, pardon, c'est vrai que le Jazz est vraiment sorti en belle forme, hein, de ces playoffs. Magnifique. 2022. Franchement, sorti à la hauteur de leur saison. Enfin bref. Ah bah attends, Dinwiddie et Dwight Powell, ils pouvaient rien faire. C'est un one-two punch de malade. Hein. Ça suffit. On s'occupera du Jazz en temps et en heure. Pour le moment, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous rappelle que cette série démarrera lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, avec un match à 4h du matin. Ah bah c'est des horaires dégueulasses, hein, par contre, comme série, ça. C'est sûr, nous sommes dans la West Coast. Alex, il y a un petit bout d'historique. Je sais qu'il y a des fans de Dallas et de Phoenix aussi qui se retrouvent. Ça fait longtemps ? Disons que ça fait longtemps que les deux équipes n'étaient pas à ce niveau de compétitivité en même temps. Ça fait longtemps. Fallait avoir 2006. Fallait avoir des cheveux longs et pas être américain, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. C'est quand il y avait un Canadien face à un Allemand, quoi, en gros. Hein. Ouais. Et un Français aussi qui distribuait les pizzas. Qui français pas trop dégueu. Ouais, c'est pas mal. Phoenix contre Dallas, on a eu des belles séries par le passé, on a toujours eu cette, pas une animosité non plus, mais une sorte de respect quand même. Hein. On a même le dernier match en carrière de Dirk, hein, c'est face aux Suns de Jamal Crawford à 50 points. Ouais, voilà, puis à Phoenix, on n'aime pas trop le Texas, quoi. C'est pas trop... Ça, en même temps... Tu vois, dans l'ensemble. En même temps, qu'est-ce que vous aimez qui n'est pas de l'Arizona ? Voilà, c'est ça exactement, tu te demandes. Ouais. Parce que si t'es californien, je t'emmerde. Si t'es texan, ah oui, non, Californie, ça c'est un je t'en fume. Enfin bon, bref, voilà, vous le savez. On va devoir démarrer tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Puisque tu le disais, tout de suite, démarrons avec nos amis les Suns. Clairement pas une balade de printemps pour Devin Booker et ses amis. Hein. Non, série compliquée au premier tour à plein de niveaux. Oui. Et déjà, c'est ce sur quoi j'étais lancé. Premier niveau, très important de le signaler, les Pélicans ont rendu cette série compliquée pour les Suns. Ils les ont mangés dans l'intensité et dans le hustle. Ils les ont défoncés au rebond. Ils ont montré aussi qu'en termes de talent, ils n'étaient pas en reste. Hein. Salut Brandon Ingram, salut CJ McCollum, salut leur rookie, qui ont peur de rien. Alvarado, Trey Murphy, Earl Jones. Chacun dans leur style, vraiment très 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 intéressant. Valanciunas a fait des sacrés chantiers, même si parfois il a eu des problèmes de faute et tout. T'ajoutes à ça Booker qui se blesse dès le match 2. Et du coup, tu te retrouves avec des Suns dans une série compliquée. Série compliquée dont ils ont su se sortir comme des grands. À 2-2, ils ont assuré à la maison et ils sont allés finir ça à la Nouvelle-Orléans dans une ambiance que je qualifierais de hostile. Hein. Tout à fait. Voilà. Ça n'a pas empêché face à une équipe qui avait envie de jouer dur, qui du coup avait les défauts de sa jeunesse aussi, pas mal de fautes, les petites provocations de Cricri, de Crowder, les Suns aussi, c'est ça maintenant, c'est que
il y a encore pas mal de jeunes joueurs, mais il y a aussi beaucoup d'expérience, sont allés loin l'année dernière en playoff. Donc ils ont su gérer ça avec un Chris Paul. Oh là là. Chris Paul zéro défaut un peu là, dans ce genre de match. C'est vrai que dans ce genre de match, autant il y a des matchs où il m'a énervé pendant la série, parce qu'il a fait des matchs un peu chelous par moment, où il s'est fait un peu manger par Alvarado, faut pas exagérer non plus. J'adore, il est cool Alvarado, j'ai envie d'acheter son maillot, hein. Mais tu vois, voilà. Mais là, c'est vrai que sur ce Game 6, Chris Paul nous a montré que il était capable dans le clutch et qu'il était bien dans la lignée de cette saison fabuleuse des Suns dans le Money Time. Où encore une fois, les Suns dans le dernier quart ont été incroyables, quoi. Voilà, c'est clair. Ça a très bien démarré et très bien fini la série pour Chris Paul avec un excellent Game 1 et un très très bon Game 6. Et t'ajoutes à ça un Booker qui est revenu donc dans le Game 6 après une petite dizaine de jours d'absence. Il était clairement pas à 100%, ça se voyait fort. Hein, pas d'accélération, pas de coup de rein, des jumpers, un peu de passe. Il a fait le boulot à peu près en défense, mais c'est vrai qu'en attaque, on n'a pas retrouvé le Devin Booker qu'on connaît. Donc là, il a quelques jours déjà pour continuer à reposer sa cuisse et tout, pour être le plus prêt possible dès le Game 1, parce que je pense que du coup, Phoenix va, à mon avis, le faire démarrer la série là contre les Mavs, à moins qu'il fasse rater le Game 1, mais je pense pas. Je ne pense pas non plus. La dynamique des Suns, en tout cas, elle est petit avertissement au premier tour. Ou bon wake-up call aussi. C'est pas parce que tu as été très bon, c'est pas parce que tu as été très bon saison régulière que ça te garantit un ticket pour les finales NBA. Aller jusqu'au bout, ça comprend bien des choses, notamment éviter les blessures et bien continuer collectivement et remporter les challenges qui s'offrent à toi, donc notamment le fait de se pointer en Louisiane sans Devin Booker et montrer que tu peux faire le travail, ce qui s'est passé lorsqu'il a fallu reprendre l'avantage du terrain. Donc c'était bien joué et il est terminé. Donc en effet, côté Suns, on va surveiller de très très près la situation de Devin Booker au niveau de sa jambe, mais c'est une très belle nouvelle de l'avoir vu revenir là sur cette fin de semaine, parce que ça aurait pu finir en Middleton cette affaire. Hein. T'as eu peur, hein. T'as bien dormi. Hein. Surtout qu'en plus quand il sort, c'est pas comme s'il était en feu. Je sais pas si tu te rappelles du game il avait 30 points en première mi-temps. Donc si tu veux, moi j'étais là genre yes. Bon, donc ça, les Pélicans vont rien pouvoir faire et bim, l'autre il se blesse. C'est ça. Mais bon. C'est-à-dire qu'au niveau douche froide, c'est pas mal. Tout à fait. Mais bon, il est revenu. Aussi. Les Suns sont passés. Je suis d'accord avec toi sur le côté wake-up call, c'est plutôt cool. C'est bien. Et ce qui du coup, bon an mal an, même dans cette série un peu compliquée, laisse les Suns sur une dynamique globale plutôt bien positive en fait, quoi. Tout à fait. Et celles et ceux qui n'ont pas vu le Game 5 de Mikal Bridges, vous savez pas ce que vous manquez. Waouh. En termes de dynamique, on reparlera peut-être de Mikal Verrou dans la suite de cette preview. Côté Dallas, j'ai envie de commencer tout de suite par applaudir. Félicitations, Luka Doncic connaît les demi-finales. Après 2 passages en play-off face aux Clippers de Kawhi, Paul George et compagnie, ça y est, Luka et ses copains se sont qualifiés. Belle victoire dans la série contre Utah, avec un scénario particulièrement rocambolesque, mon cher Alex. On a démarré sans Luka Doncic, quand même. Matchs, hein. Il est rentré au Game 4, je crois. Tout à fait, il revient au Game 4, et Dallas a montré 1, de l'abnégation, 2, de la défense, et alors la match-up en face, ils se sont dit, il n'y a pas de problème, on va la tourner en bourrique. Est-ce qu'on applaudit la série quand même de Jalen Brunson ? Là, c'est même plus... Est-ce qu'on applaudit l'agent de Jalen Brunson ? Il n'a plus rien à faire, là. Il n'a plus rien à faire. Est-ce qu'on applaudit l'agent immobilier de Jalen Brunson ? Waouh. Pour ceux qui l'ont pas, il sera agent libre cet été, Jalen Brunson. Donc tout va bien au niveau des négos. Et puis il n'y a pas si longtemps que ça parlait de 80 millions sur 4 ans. Là, l'agent de Jalen Brunson, il fait... C'est 80 millions par an. Ouais, c'est ça. D'accord. Il fait... tu t'es trompé, c'est sur 2 ans. Tout à fait. Ouais. C'est chaud, bien sûr. Magnifique, la série de Jalen Brunson qui a levé tous les doutes sur sa capacité à exceller en play-off. Le meilleur arrière de la série, quoi. Puis hands down, vraiment, quoi. Mais c'est vrai. Après, il y a Luka, mais Luka, comme il a raté la moitié des matchs, je le compte pas, quoi. Après, il y a Clarkson. Ouais. Non, mais rigole pas, c'est mais si, je rigole. Mais je me permets. Ah la vache. Sacré speed. Jalen Brunson a été énorme. Ouais, il a été énorme. Vraiment. 28 points, 5 rebonds, 4 passes. Des pourcentages au tir enfin pas stratosphériques, mais très très bons, genre quasiment 50%. Enfin, waouh. Il leur a fait la totale lorsqu'il y avait switch sur Rudy. Bon bah là, workout, comme on dit, Zumba. Lorsqu'il a fallu donner les ballons pour les copains dans les corners parce que Utah ne s'est pas ajusté, eh bien il l'a fait aussi. C'est vraiment le step-up. Il a passé l'épaule à volo, l'autre. Ah ouais, non, ça a vraiment step-up.
Maintenant, on le sait aussi C'était un moulin en fait. Tout à fait. Maintenant, on le sait, Jalen Brunson, il passe à une autre match-up où baisser l'épaule et faire des shake and bake, ça va pas tout à fait faire faire délire, mon pote. pas tout à fait les mêmes espaces, voilà. Donc on affronte les Suns cette fois, mais il n'empêche quand même que on doit tirer notre coup de chapeau à Jason Kidd et son staff, Sean Sweeney, etc. Parce que c'est du très bon boulot. On avait abordé cette série en se disant, avec les incertitudes qu'il y a, Utah va quand même remporter cette série parce qu'on a trop de doutes sur le mollet de Luka Doncic. Et bien que Luka soit là ou pas là, Dallas au collectif a montré que c'était une des équipes les plus soudées de toute la ligue. Ouais. Les Finney Smith, les Reggie Bullock, tous ces gars-là, les Dwight Powell, les Maxi Kleber, ils sont tous prêts à mourir sur le parquet. Bien sûr, même Bertans. C'est une belle équipe, ça se bat. Même Bertans, il a mis les shoots. Josh Green, voilà. Non, c'est... Respect, cette équipe de Dallas joue extrêmement bien au basket, elle défend bien, elle est intelligente. Il y a pas mal de skills, ils utilisent bien les joueurs qu'ils ont, ils cachent bien leurs défauts, et puis ils appuient fort là où ça fait mal à l'adversaire. Non, eux, ils sont sur une super dynamique parce que eux, ils font une super deuxième partie de saison. Ils se font partie des meilleures défenses, ils ont beaucoup monté au classement, ils ont fini par atteindre la 4e place. Enfin, tu vois, très très bonne dynamique. Et là, ils ont, malgré la blessure de Luka Doncic, tu passes Utah, honnêtement, ils n'ont pas eu le temps d'avoir peur. Enfin, ils ont dominé cette série. Ils ont vraiment géré comme des patrons, en fait. Et c'est ça qui est tout à fait impressionnant avec les Mavs, c'est que tu sens que eux là, on affronte les Suns, ok, rien à battre. Let's go. Ouais. Et en plus, on démarre chez eux, ok, pas de problème. Essayons d'aller en prendre un, montrons à quel point on a révolutionné l'identité de Dallas d'un point de vue défensif, parce que Dallas, quand même, pendant des années, ça a été shootout sur shootout, et puis après, on verra s'il faut défendre. Aujourd'hui, on ne sait pas si en fait c'est une des meilleures défenses de toute la NBA, tellement les mecs qui sont zinzin. Dans le Money Time, je te raconte pas. Et donc du coup la dynamique de ces deux équipes, même si elle n'est pas pareille, ça nous mène vers une série, Alex, qui va être passionnante. Enfin je veux dire, là c'est vraiment c'est Luka en demi, c'est Chris Paul et Devin Booker en mission, c'est l'incertitude sur Devin. C'est qui le meilleur joueur de cette série? C'est Luka Doncic? Normalement oui. Bon bah voilà, déjà rien que ça c'est pas rien. Dallas il se pointe avec le meilleur joueur de la série. Tout à fait, et il va falloir assumer complètement. J'avais oublié d'en placer une quand même. Jason Kidd va pouvoir retrouver une région qu'il connaît bien. Ouais, il a été meilleur passeur avec le maillot des Suns à plusieurs reprises. Tout à fait. À plusieurs reprises, non, bien sûr, Jason Kidd dans l'Arizona, il est connu. On reconnaît monsieur Jason Kidd, donc vous savez très bien ce qui va se passer, c'est que maintenant qu'on a fait la dynamique des deux équipes, on va devoir sortir le hashtag. It is time for the point tactico-technique. Tout à fait. Dans ce point tactico-technique, eh bien, on se penche sur un aspect du jeu. Alex, sur quoi tu vas te pencher? La bataille des bacs courtes. Titulaire et remplaçant inclus. T'aimes bien ça, hein? Plutôt sur l'aspect offensif. L'aspect défensif, on va l'aborder dans d'autres registres. Quand je dis plutôt sur l'aspect offensif, et je vais parler aussi de l'aspect défensif, mais je veux dire par là, il y a plein de questions qui se posent. Tu l'as dit, Dallas, dans le Money Time, ils sont capables de défendre comme des grands malades. Ils sont capables. Les Suns aussi, en fait. Du coup, c'est quoi? C'est Luka Doncic qui va prendre l'ascendant ou c'est Chris Paul? Bonjour la bataille. Bonjour la bataille de cerveau. Bonjour la bataille de je fais les bons choix. Là, c'est vraiment le premier qui fait un mini mauvais choix. T'as perdu, mon pote. Voilà, terminé. Booker devrait revenir. Donc, du coup, dans le bas court, t'as quand même Chris Paul et Booker. C'est quand même... je pense que Dallas... voilà. Encore une fois, je ne veux pas faire offense à Mike Conley et à Donovan Mitchell. J'ai l'impression que Booker Chris Paul, c'est un peu supérieur. L'impression. Jalen Brunson, il est hors de question que Jalen Brunson se balade comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Non, il va pas falloir qu'il passe l'épaule là, qu'il aille faire ce qu'il veut. Et après, il va te faire la misère à tes grands là parce qu'il est trop rapide et tout. Ça, Phoenix doit absolument gérer ce genre de choses. Dallas, de l'autre côté, je pense que Jason Kidd, il a vu la mixtape de Chris Paul contre les Pélicans. Il a fait les gars. Va falloir éviter qu'ils prennent des mid-range. Donc, si ça se trouve, ils sont capables. Tu sais, c'est les deux coachs, Monty et surtout Jason Kidd, sont des coachs très créatifs. Tu vois, Jason Kidd, je serais même pas surpris que, en fonction de l'état de forme de Booker, s'il a l'air à 100% ou pas, et qu'il envoie du Dorian Finney-Smith sur Chris Paul, je serais même pas surpris. Bien sûr. Tu sais, pour avoir de la longueur sur Chris Paul, pour éviter qu'il puisse trop dégainer comme il veut et tout. Pendant que Bullock fait des coups de pute sur David Booker. Exactement. Donc, il va y avoir comme ça une bataille. Et après, derrière, il y a la bataille un peu à la con entre Dinwiddie, Campaign, Landry Shamet, Josh Green, tous ces gars-là qui en fait ont des rôles importants à jouer. Et on le sait, Phoenix a souffert contre les Pélicans,
notamment pour une chose, c'est Cameron Payne. Genre, ok, il y a eu un petit rush, là, il a mis 2-3 points de suite dans un match, mais sinon il a fait une série de merde. Ouh là là. Et donc, enfin, moi j'ai pas kiffé. Et donc, la folie que Cameron Payne amenait l'année dernière, par exemple, en playoff, si tu la retrouves là dans cette série, c'est très emmerdant pour Dallas tout de suite pour le backcourt, tu vois. Bah en fait, il amène une folie, mais c'est pas tout à fait la même. C'est ça le problème. C'est que là, il est fou, mais il est fou pas bien, tu vois. Genre, il est fou pas efficace, ouais. C'est ça. Donc cette bataille des bas courtes va être très intéressante. Comment tu gères les rotations? On a 2 joueurs, donc Luka Doncic qui revient tout juste de blessure et Booker qui est encore en retour. 2 joueurs ultra importants, je veux dire. Genre on parle de joueurs énormes en fait, quoi, tu vois. Donc là, comment tu vas l'utiliser, comment ils vont être défendus et comment leurs poteaux à côté vont gérer ça, comment Monty Williams va anticiper certaines rotations ou comment Jason Kidd va contrer si jamais Chris Paul se met à tout dominer, qu'est-ce qu'il va faire. Enfin, ça va être passionnant. On a des bacs courtes incroyables en fait. Clairement, le niveau de jeu là et de vis et de technique c'est formidable. Et de tactique et de réflexion et de... c'est un jeu d'échecs le truc. Complètement, je suis d'accord. Très très hâte de surveiller ça et c'est important de ne pas oublier que c'est pas que des histoires de duo. Tu as bien fait de rappeler qu'il y a les Cameron Payne et les Spencer Dinwiddie derrière parce qu'en fait les bacs courtes c'est vraiment les bacs courtes au complet. Donc il faut aussi qu'en sortie de banc ça assure. Et bonjour les montagnes russes entre Dinwiddie et Cameron Payne. C'est ça. Mais le soir où Dinwiddie il est à 4 sur 4 de loin, tu sais que ça va être dur de battre Dallas. Hein. C'est ça. Non, je suis d'accord. La bataille. Est-ce que tu as quelque chose, toi, en tactico, ou on passe tout de suite au joueur à suivre? Non, t'inquiète. On va faire un point tactico et je vais te parler d'un truc qui vous effraie dans l'Arizona. Ça s'appelle la ligne des lancers francs. Nous allons parler de lancers francs. Quoi? Mais pourquoi on parlait de lancers francs? Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes dans une série entre Phoenix et Dallas où en fait, aller au lancer franc, c'est surcoté, c'est surfait. C'est surfait, ouais. À quoi ça sert d'aller au lancer et de provoquer des fautes quand on peut mettre que des tirs à mi-distance, bombarder à l'intérieur et rentrer ses 3 points? Je schématise, mais statistiquement, numériquement, si vous allez voir, les Suns ne vont quasiment jamais sur la ligne des lancers. C'est une des 3, 4, 5 pires équipes de la NBA sur cette saison régulière. Et alors là, quand il n'y avait pas Devin Booker au premier tour, voilà, vache, on a eu quasiment une mi-temps complète contre New Orleans, je crois, où il y a eu 0 lancé tenté. Je te parle même pas de rentrer, je parle de tenter. Et donc, moi j'apprécie en effet les équipes qui sont capables de jouer et où c'est pas du jeu haché, donc il n'y a pas trop de pause, et donc c'est super pour les yeux, mais on est en demi-finale des playoffs. On est en demi-finale des playoffs et donc il va falloir provoquer des fautes, il va falloir y aller, même déjà pour sortir certains du jeu. Donc Chris Paul, formidable de pouvoir naviguer entre les garçons, mais un petit peu plus de vis. Va te mettre Jalen Brunson dans la poche, va aller provoquer des fautes, mettez des joueurs de Dallas dans des situations compliquées. Et côté Mavs, pareil, c'est pas une équipe qui est top 5 des provoqueurs de lancer. On est sur une équipe où vraiment Luka peut en provoquer pas mal, mais sinon c'est assez faible. Qui sont à côté les joueurs qui vont en provoquer? Allez, sur un hasard, tu vas avoir un Dwight Powell qui va se faire massacrer sous les arceaux, mais sinon, allez, un petit peu de Dinwiddie par chance, il faut qu'il les mette dans le dernier quart-temps, Jalen Brunson parfois, mais là vraiment, j'attends l'équipe qui va aller le plus sur la ligne. Dans la qualité de jeu et la beauté de ce qu'on va voir, j'ai très hâte parce que des équipes qui provoquent aussi peu de lancers, ça va donner un flow vraiment appréciable à la téloche. Mais indéniablement, plus on se rapproche du mois de mai et du mois de juin, plus il faut qu'il y ait des joueurs qui sanctionnent sur la ligne. Et donc là, je compte notamment sur vous. Ça ne veut pas dire que c'est contre Dallas, mais je compte notamment du côté de Phoenix pour montrer en fait là à Dallas que on ne va pas rester dans notre espèce de zone de confort à mi-distance ou aller à l'arceau en espérant avoir un rebond offensif. Il faut plus d'agressivité. Il faut aller provoquer les Dwight Powell, etc. Vous êtes face à une équipe, Phoenix, où dès que tu fais sortir certains garçons pour faute, attention, il faut provoquer ces fautes-là. Et pour rester dans la série, parce que le favori aujourd'hui c'est Phoenix hands down, eh bien Dallas va devoir mettre certains garçons dans la sauce. Donc, tu ne peux pas laisser Jay Crowder et Mikal Bridges faire des séries où en fait ils ont que 2 fautes dans le match. Ce n'est pas possible. Pas possible. Ne laissez pas les 2 entraîneurs gérer leur rotation comme ils ont prévu. Il faut les mettre dans des zones d'inconfort, c'est trop important. Je suis d'accord. Et on a 2 équipes qui sont probablement pas suffisamment agressives. Dallas un peu plus que Phoenix, mais oui, Phoenix va avoir besoin d'un Devin Booker bien en forme, d'un Ayton aussi qui... Ouais, il faut y aller là. On va reparler de lui, mais tu vois qui va devoir être un peu agressif. Il y a des intérieurs qu'il est largement capable de manger encore dans cette série-là. Donc c'est vrai que les lancers, paramètres importants. Ouais. Complètement. Donc du coup, entre les lancers francs et la bataille des guards, dites-nous ce que vous avez surveillé de très très près. Nous, on va devoir enchaîner et sortir les jumelles. Eh ouais, les jumelles, le joueur à suivre.
parce que là, on va avoir des joueurs à suivre. Il y en a plein dans cette série qu'on va suivre de très très près. On a parlé du backcourt, on a parlé de plein de choses du secteur intérieur. Alex, sur qui tu vas mettre tes jumelles? Un role player, pour changer un peu. Maxi Kleber. Ouais, pour une raison simple, c'est que Maxi Kleber est l'une des 3-4 grosses raisons pour lesquelles les Mavs ont autant dominé le Jazz. Ah, ça change quand il met ses 3. L'autre, c'est Dirk Nowitzki sur la série. Alors qu'en plus, il sortait d'une saison où il n'était pas non plus au feu au tir. Pas du tout au feu. J'ai regardé, il a 32% sur la saison. C'est pas un truc de ouf. À 3 points, je parle. Là, il est à 51% sur la série. Là. Il a 51% sur la série et je vais te ressortir la stat exacte. Non, c'est ça. C'est-à-dire que le 51%, c'est un petit 16 sur 31 en 6 matchs. Donc c'est 5 par match, il en met la moitié. C'est fort. C'est très important pour les Mavs parce que j'avais pris DeAndre Ayton en joueur à suivre dans la série précédente face aux Pélicans. DeAndre Ayton a parfois des côtés énervants, un peu softy et tout, mais il a quand même mis un petit 20-10 dans la bouche des Pélicans. Il était super. Parce qu'il est très propre, parce qu'il est très dangereux, parce qu'il est grand, costaud, il bouge bien, il a un bon catch, il a un petit shoot mi-distance, enfin il a plein de qualités techniques et d'attributs physiques qui font qu'il est compliqué. Valanciunas et les intérieurs des Pélicans ont galéré. Je te raconte pas, Dwight Powell, Maxi Kleber, je sais pas comment ils vont faire, ils sont encore moins costauds. On sait que le secteur intérieur n'est pas le fort de Dallas. Donc ça peut être un problème. Donc s'ils ont bien une arme déjà, c'est de faire bosser Ayton de l'autre côté. Et s'il y a bien un truc qu'Ayton n'a pas super envie de faire, c'est être obligé de sortir là tout le temps sur un mec qui est Dirk Nowitzki de loin, quoi. Ça va bien le saouler. Donc on va voir, à mon avis, ils vont envoyer du Crowder ou d'autres gars et tout sur Maxi Kleber, côté Phoenix. Mais il y aura des mismatchs, il y aura des switches. Et donc Ayton, si Kleber est à droit, c'est un problème pour la défense des Celtics. N'importe quoi, des Suns. Pourquoi ? Parce que quand Jalen Brunson va moins passer l'épaule que contre le Jazz, enfin j'espère, mais quand il passe l'épaule, si à chaque fois qu'il peut kick out, il y a un mec qui est à 50% derrière l'arc, quel bordel. Surtout que je te parle même pas, j'ai pas encore cité Luka Doncic, enfin tu vois l'enfer quoi. Donc du coup, je pense que Kleber va être beaucoup utilisé par Jason Kidd. Parce que Jason Kidd va vite comprendre et sait déjà qu'il peut pas vraiment rivaliser en termes d'intensité athlétique, je veux dire même derrière Ayton, Maggie Biyombo, en termes athlétiques ça les fait limite rêver ça Dallas, tu vois. Donc du coup ils ont pas vraiment les moyens là-dessus, surtout que nous on a côté Phoenix on a les guards qui sont capables de nourrir ces intérieurs là sur pick and roll ou sur lob et tout. Donc faut les faire travailler de l'autre côté. Et l'un des bons moyens de les faire travailler de l'autre côté, c'est les mismatchs pour Doncic. Mais Ayton et McGee notamment ont montré qu'ils avaient bien amélioré leurs déplacements latéraux. Et donc l'autre solution c'est d'avoir un 5 un space 5 quoi, ou même ton pivot en fait c'est un gros shooter. C'est ça. Non, c'est clair. Et là Kleber a un rôle très important à jouer. Kleber va être déterminant. Je serais même pas étonné, tu t'en parlais tout à l'heure de Jason Kidd qui peut parfois improviser et tout. Je serais même pas étonné, malgré ses limitations défensives, qu'il puisse parfois nous mettre du Bertens en mode. C'est-à-dire que lui, vas-y mon grand rouquin, espace-nous tout ça s'il te plaît. Rentre 2-3 shoots là. Putain, en défense. C'est sûr, mais par contre. Bien. Voilà, je prends le risque. T'es sûr qu'en face, Booker et Chris Paul ils vont faire vas-y, attaque sur le grand roux, c'est sûr. Mais par contre, tu auras peut-être quelques minutes qui y seront données. Et oui, Kleber, c'est pile ou face. Si ça rentre à 3 points, ça va être une galère pour vous. Ouais. Ça, c'est chiant. Je suis d'accord. Kleber qui rentre ses tirs de loin, c'est emmerdant pour Phoenix. Donc c'est un facteur très important à mon avis dans cette série. Je suis bien d'accord. Eh bien écoute, moi je vais partir sur une match-up qui est peut-être la match-up que j'attends le plus de cette demi-finale de play-off. Mikal Bridges en défense sur Luka Doncic. On y est, ça y est. Je vois que tu peux sourire. Et en effet, parce que Mikal Bridges, quel extraordinaire défenseur. Il est 2e de cette course au défenseur de l'année. Il aurait même pu être défenseur de l'année sans aucun problème. Il est remarquable. Il a l'intelligence, la discipline, la cardio. Et historiquement, je me permets, il y a très peu de joueurs que j'ai vu aussi bien taffés que Luka Doncic en NBA que Mikal Bridges. Il a fait des mixtapes parfois défensives. Alors attention, mixtape défensif sur Luka Doncic, c'est-à-dire que tu le limites en 20, 26, 9, en 20-8-8. Voilà, exactement. Mais c'est déjà énorme parce que ça montre aussi le niveau de Luka Doncic en tant que phénomène et ça montre aussi ce qu'est capable de faire Mikal Bridges. C'est peut-être la plus belle, le plus beau challenge qu'il y a dans la jeune carrière de Mikal Bridges. Et un des aspects les plus déterminants de la série qui va venir. C'est-à-dire,
On n'arrête pas un joueur comme Luka tout seul, mais dans la manière dont vous défendez et dont Luka Doncic et les Mavs attaquent, eh bien quand même, on va avoir beaucoup de pots de colle. Il va devoir se le coltiner. Il va falloir faire attention lorsque les arbitres vont vouloir siffler des fautes un petit peu rapides. J'en reviens aux histoires de lancer. Si t'es Luka, tu veux pas te taper Mikal Bridges qui te court au slip pendant 2 semaines. Non. Donc il faut absolument le mettre dans des situations compromettantes. Il est increvable en plus. Tout à fait, donc tu mets 4 écrans, il court derrière. En termes de densité physique, d'endurance, je pense que... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il va y aller. Et donc du coup, c'est pas Luka qui va remporter cette bataille. Ça c'est sûr. Et donc du coup, j'ai beau adorer Giannis face à Tatum ou Embiid face à Harden ou quoi que ce soit, purée, Mikal Bridges en défense sur Luka Doncic, ça m'excite rien que d'y penser. Franchement, parce que lui, il est incroyable défensivement, l'autre, il est extraordinaire offensivement, et c'est la glace contre le feu, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, je voulais ton avis là-dessus, parce que Mikal, tu te l'es farci toute l'année, là, c'est la plus belle des plateformes pour lui. En premier rideau, il va avoir une responsabilité immense, celle de passer au-dessus des écrans, celle d'aller contester le mieux possible et sans faire faute les step back à 3. Celle de rester devant quand le mec drive et qui rentre dans la zone là entre 6 et 4 mètres. Ouais. Rester devant, protéger tes gros. Pas laisser tes gros tout seul face à Luka Doncic. Pas sauter sur les feintes de Luka. Voilà, mais ça, c'est un défenseur incroyable sur l'homme. Je vais te dire franchement, en tant que fan des Suns, je suis extrêmement content qu'on n'ait pas filé le Defensive Player of the Year à Mikal Bridges. Parce que je sais très bien comment ils sont dans la tête de con, hein, côté Suns. Hein. Donc ça, je sais très bien qu'ils sont tous la Crowder, Chris Paul, Booker. T'étais pas 8ème de la course, ouais, t'étais pas 13ème. C'est ça. Franchement, tu peux défendre Luka Doncic. Ouais, c'est pas sûr. Franchement, t'as vu, ils ont dit que t'étais pas dit. Regardez l'apéro trash talk, ils ont dit que t'allais te faire bouffer la gueule. Mikal Bridges avec son petit côté, c'est pas un extraverti, c'est pas un grande gueule qui parle beaucoup et tout. Mais par contre, on sait qu'il est très très déterminé. C'est typiquement le genre de mec à vouloir ce challenge. Alors après, le truc, c'est que vouloir le challenge, c'est que Luka Doncic est quand même un attaquant absolument formidable, c'est ça. Qui va gérer des switches. Les Suns ont de quoi switcher hein, quand t'as Cam Johnson ou Crowder, même Booker. T'as des mecs qui vont pouvoir switcher. On risque de voir du Torrey Craig un peu plus dans cette série, tu vois, parce que face à la raquette, en fonction de comment McGee et Ayton se comporteront sur les switches, on verra comment ils pourront bien rester sur le terrain dans certains moments clés. Mais oui, t'as raison. Mikal Bridges, c'est incroyable le challenge qu'il a devant lui là. Ça va être magnifique. Et évidemment, quand on parle de Mikal, on parle évidemment de Luka, pour qui ça va être aussi une des plus belles match-up de sa jeune carrière. Parce que, oui, tu t'es farci les Kawhi et les Paul George, etc. Et là, tu t'en es bien sorti face au Royce O'Neal et compagnie. Mais là, t'as Mikal, en fait, en face. Donc, est-ce que Luka est un joueur de la trempe à faire? Mais les gars, pourquoi vous en faites une section? Le mec, c'est clair. C'est ma serviette, en fait. C'est clair. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que face au Jazz, le Jazz a parfois chié carrément en attaque. Alors que là, on sait que Phoenix, comme on l'a dit dans cette... on sait que Phoenix va pas se faire outplay comme ça dans le Money Time, quoi. Donc si Bridges arrive à ralentir, faire rater des shoots à Luka dans des moments où l'obliger à prendre le shoot le moins confortable possible, tu vois, où il va en mettre un peu mais il va moins en mettre avec un moins gros taux de réussite, en fait c'est tout ça, c'est des petites victoires sur lesquelles Phoenix va s'appuyer pour construire des wins de match. Et donc tout le défi est là aussi hein, dans la défense de Luka Doncic, c'est que tu peux pas, il fait partie de ces joueurs Luka Doncic, tu peux pas dire je vais l'éteindre. Non. Par contre, tu peux effectivement l'emmener sur un 7 sur 22. C'est ça. Tu vois ? Bien sûr. Ça, je suis preneur, moi. Et ça, si t'as ça, t'es bien content quand même. On va pas se mentir. Nous sommes d'accord sur les joueurs à surveiller. Évidemment, on regardera de très très près Monsieur Maxi Kleber et son spacing, et notamment Monsieur Mikal Bridges, en plus des superstars qu'il y a. Alex, tu sais quelle heure il est là? Ouais, c'est l'heure de donner le score de la série en avance, en avant-première. Sur Trash Talk. Voilà. Ouais, exactement. Bienvenue dans cette émission, on vous raconte l'avenir. Incroyable. C'est l'heure du pronostico. Ouais. Dans cette section, vous savez, on va annoncer justement l'avenir. Avant ça, Alex, puisque nous sommes sur des séries un peu avancées, on va montrer 2-3 cotes. On a des cotes de nos amis de Paris en Sport. Qu'est-ce qu'on a comme cote intéressante? Ah oui, Phoenix gagne la série. Donc là, Phoenix, favori. C'est 1,30. Hein. On parle quand même d'une équipe qui a gagné 64 matchs en régulière et qui vient de réussir à taper des Pélicans dont on a bien compris qu'ils n'étaient pas simples à jouer. Je suis même pas sûr que les Pélicans c'était un adversaire tellement moins fort que le Jazz sur ce que j'ai vu. Vraiment, sincèrement. Je trouve ça discute en fait. Et donc du coup je trouve ça assez logique que Phoenix soit le favori des bookmakers. 1,30 j'avoue c'est
C'est un peu trash comme cote. J'aurais vu des choses un peu plus resserrées, parce que j'imagine que du coup Dallas doit être vers les 3. Ouais. Moi, j'aurais vu un truc plus resserré quand même. Je suis d'accord, un petit 1,80-70, ça aurait été plus ouais. respectueux. En face, ça joue bien. Bien sûr que ça joue bien. J'en ai une autre de petite pour toi si tu veux. À 2,75, c'est les Suns qui vont en finale NBA. On avait déjà parlé des Suns champions au premier tour. Même là, avec les histoires de Devin Booker blessé, avec les Warriors qui font des dingueries, vous savez que les Suns qui vont en finale NBA, si ça passe ou je ne sais qui en finale de conférence, eh bien ce sera à 2,75. On aime bien. Il y a une cote meilleure. Je vous laisse deviner qui c'est. Sacré hit. Et surtout, je vous laisse... non, à l'ouest. Ouais. Et je vous laisse faire attention aux mises que vous faites et surtout à pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Hein. Voilà. Exactement, faites pas les bolos. Même si c'est pour miser sur les Suns. Tout à fait, surveillez tout ça, sinon Alex il vient chez vous et ensuite il vous étrangle. Ou pas. On va pouvoir se pencher maintenant sur l'avis détaillé. Alex, tu connais le classique, tu donnes ton score et ton explication pourquoi les Suns vont sweeper Dallas. J'ai mis 4-2 là sur ma fiche. Eh bien vas-y. 4-2. Au début j'avais mis 4-1 et puis j'ai corrigé en 4-2 parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de talent côté Dallas, mais j'ai été assez rassuré par le début de retour de Booker. Je trouve que c'est quand même un point important. Ensuite cette équipe de Dallas joue très très bien. Cette équipe de Dallas a montré qu'elle pouvait défendre. Il y a Luka Doncic qui est ultra clutch et tout. Il y a pas mal de role players qui vont vraiment être et qui vont vraiment vouloir se battre. Par contre, je sais pas, je trouve que c'est un bon adversaire pour les Suns en termes de match-up. Peut-être que la série va me donner tort, mais j'ai l'impression qu'en fait, là où Dallas avait des vrais trucs à faire jouer pour faire chier le Jazz, au-delà du fait que le Jazz était peut-être en rupture collective d'un point de vue mental et tout machin, ok. Mais même au-delà de ça, il y avait vraiment des trucs, tu vois, genre finalement Rudy Gobert, il sert pas tant que ça pour jouer les Mavs. C'est bien, mais c'est pas ouf. Le Jazz le sert pas tant que ça et Rudy Gobert n'est pas un vrai pivot offensif quand même, tu vois. Alors que là, il y a un pivot offensif en face. Il va falloir défendre DeAndre Ayton. Et ça, ils ont pas les armes. Ensuite, Chris Paul, qu'est-ce qu'il en a à faire de la défense en face, Chris Paul, vraiment, tu vois, un peu, mais pas tant que ça. Ouais, on a des ailiers côté Suns qui vont pouvoir, je pense, bien emmerder les ailiers adverses et Luka Doncic en termes de porteur de balle. Donc, c'est pas pour dire... Voilà, je pense que le statut de favori des Suns est logique et mérité. Donc, je mets un 4-2 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent côté Mavs et les Suns ne m'ont pas complètement rassuré non plus. Ils ont montré moins de consistance qu'en régulière et je pense que les Mavs sauront profiter de ça. Mais je pense quand même que les Suns vont sortir vainqueurs de cette série. Je pense que le 20-10 qu'Ayton il a mis sur la bouche des Pélicans, il peut le remettre en fait là sur la bouche de nos amis les Mavs et on verra comment revient Booker, mais Booker est un problème pour les Mavs. C'est sûr, 4-2 donc. Ouais, 4-2 Suns. Très bien. T'as mis combien toi ? T'as mis 4-0 Mavs toi ? Juste pour m'énerver ? Non. Mais j'ai mis 4-3 pour Phoenix. Je pense que je suis d'accord avec tous les éléments que tu as donnés. Peut-être que certains se disent wow, ça va être beaucoup plus rapide que ça. Attention à ces Dallas Mavericks. Ouais, ils vont passer. Attention. Ouais, on a fait l'erreur là entre guillemets contre Utah qui a bien tendu la joue pour laisser passer le groupe de Jason Kidd. Mais les forces dominantes de Phoenix, je trouve, dans certains aspects du jeu, font aussi un peu plouf contre Dallas. C'est-à-dire que l'exécution fameuse de fin de match là, où tu prends les enfants et tu peux les avoir, tu sais qu'un match où il y a égalité entre Phoenix ou même Dallas mène un peu en début de quatrième quart-temps, je tire pas autant le sourire qu'en saison régulière si je suis les Suns. Parce que là, cette fois, tu as une équipe expérimentée, Luka qui est en mission, Jalen Brunson et compagnie. Donc, je pense que s'il y a des matchs serrés, ce sera hyper intéressant à voir parce que Dallas peut vraiment offrir une belle opposition dans l'exécution de fin de match. Ils l'ont montré. Ils ont peut-être le capital boost confiance, un des plus gros de toutes les équipes de ce début de play-off. C'est-à-dire que là, ils ont démarré les play-offs, c'était vraiment le doute. On ne savait pas ce qui allait se passer pour Luka Doncic. On se demandait, Alex, quand même, au niveau de son mollet, ce que ça allait donner. Et au lieu de ça, le niveau de confiance qu'a cette équipe de Dallas collectif est énorme. On l'a dit et je le répète, les mecs, ils voient Phoenix arriver,
il n'y a pas de problème. Même s'ils prennent 1-0, même s'ils prennent 2-0, ils vont vouloir retourner à la maison, ils vont vouloir abuser de certains calls, ils vont vouloir provoquer plus de lancers francs. Je trouve qu'il y a un côté très cérébral dans cette équipe et un step qui est passé, là notamment par certains, et qui fait que chacun connaît son rôle. Donc on n'a pas trop parlé en soi des Dorian Finney-Smith et des Reggie Bullock, mais qui vont avoir des rôles déterminants évidemment sur les Devin Booker et compagnie. Attention, si tu commences à avoir des tirs à 3 qui rentrent en première intention, parce que ça se voit, ils n'hésitent plus les mecs. Alors certes, c'est la défense de Phoenix, c'est pas celle de Utah au round suivant, mais quand même, ils ont le niveau de confiance. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et je trouve que deux équipes de demi-terrain qui vont bien batailler aussi sur demi-terrain. Non, mais je suis d'accord. C'est ça. Moi, je pense que les matchs vont être serrés. Perso, je vois pas trop tant de blowout que ça. Je suis bien d'accord. Après, s'il y a des blowouts, on verra, mais j'espère qu'il y en aura 7. Je fais pas mal parler le cœur, mais je crois vraiment que cette équipe de Dallas a quelque chose à montrer sur cette série, et même dans les éventualités où un Mikal Bridges fait des masterclass sur Luka Doncic, il y a vraiment des solutions autour, et je veux voir si en effet cette blessure de Devin Booker est vraiment derrière lui, parce que pour le moment ce n'est pas le cas. Non, elle l'est pas. Elle l'est pas, et donc les Phoenix Suns avec un Devin Booker à 60%, je donne quelques chances aux Mavs. Ouais, et donc sur un malentendu, tu te retrouves en 7. Par contre, tu te retrouves en 7 à Phoenix, basta. Merci, au revoir. Phoenix passe. Phoenix ne va pas aller en finale de conférence, faut pas déconner non plus, s'il vous plaît. Hein, j'espère. Dites-nous, vous, qui vous voyez au round suivant, fan de Dallas, fan de Phoenix ou simple observateur de cette série qu'on a très hâte de démarrer ce lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi à 4h du matin. Comme d'habitude, on va vous attendre dans les commentaires. Vous pouvez aller checker toutes les autres previews, bien évidemment, sur la chaîne YouTube préférée de votre youtubeur préféré. Un petit mot de la fin, Alex ? Ouais, les cactus, c'est la vie. Ils le savent, les gens, de toute façon. Exactement. Et donc, plein de All-Stars et plein de bisous. À très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao.